Mesdames, Messieurs, la communauté versatile, bien le bonjour, nous sommes le 22 février 2025, il est actuellement 14 heures lorsque j'enregistre cette vidéo et vous vivez probablement dans une grotte si vous n'avez pas entendu parler de cette news qui est tombée hier soir. Le plus gros hack de l'histoire de la crypto-monnaie a eu lieu effectivement hier soir puisque ça nous est rapporté par CryptoGoku. Le détective on-chain ZachXBT signale que Bybit, donc qui est un exchange centralisé qui est vraiment très gros, fait face à un incident de sécurité qui a conduit à des sorties suspectes de plus de 1,46 milliard de dollars, majoritairement en Ethereum. Et c'est assez cocasse puisque lors d'un entretien, lors d'un onboarding sur la journée d'hier avec un membre de la communauté versatile qui était assez novice dans le milieu des crypto-monnaies, je lui expliquais en partie pourquoi il était extrêmement important au niveau de la sécurité, effectivement, de détenir ces crypto-monnaies sur un wallet non custodial vis-à-vis de ce genre d'événement. Et eh bien, on a cet événement tout simplement qui arrive voilà, dans la soirée. Donc ça a fait un superbe exemple, même si on aurait bien évidemment pu s'en passer. Quelques temps plus tard, ZachXBT, donc qui est effectivement l'investigateur Web3 on-chain, puisque vous le savez, sur, une fois de plus, sur les différentes blockchains, alors ça dépend des blockchains bien évidemment, mais sur la plupart des blockchains, l'ensemble des transactions sont publiques, tout simplement. Et donc ZachXBT qui a creusé, qui enquête sur les différents hacks qu'il y a, et qui a découvert que eh bien, ce hack avait été réalisé tout simplement, cette attaque sur Bybit avait été réalisée par le groupe Lazarus, donc tout simplement qui est un groupe de hackers extrêmement connu, très probablement le groupe de hackers le plus puissant de la planète, puisque le groupe de hackers de la Corée du Nord qui dispose très probablement de moyens étatiques, donc voilà, je pense que c'est ils disposent de moyens dont on ne s'imagine même pas. Je me suis un petit peu, je vais pas trop rentrer dans les détails de la technique, mais je me suis un petit peu penché sur la méthodologie du hack, et bien c'est tout simplement de l'orfèvrerie, puisque les fonds étaient détenus sur des cold wallets avec des multisignatures, avec des protocoles de multisignatures. Bien évidemment, vous vous rendez compte de la somme que c'est, 1,4 milliard de dollars, donc bien évidemment qu'on ne peut pas les déplacer aussi facilement, d'autant plus que voilà, on est en 2025, on n'est plus en 2015. Aujourd'hui, les protocoles sont, et puis les plateformes sont beaucoup plus sécurisées, mais malgré ça, malgré le multisignature, ils ont réussi à, eh bien, à flouer les personnes qui devaient signer les protocoles, tout simplement, qui devaient signer les transactions. Donc voilà un coup de, eh bien un coup. Je ne sais pas si on doit appeler ça un coup de génie, mais en tout cas, voilà Lazarus qui réalise le plus gros hack de l'histoire de la crypto-monnaie, 1,4 milliard de dollars en Ethereum. On a Cryptomatrix ici qui nous expose dans ces termes que Kim Jong-un va pouvoir monter environ 13 000 nœuds de 32 Ethereum, et ces 13 000 nœuds de 32 Ethereum avec tous les Ethereum qu'ils ont réussi à subtiliser à Bybit, à 3% de rendement de staking on-chain par an brut, ça représente plus de 42 millions de dollars en Ethereum natif. Sachant que le calcul ne prend pas en compte les blocs résolus, et avec 13 000 nœuds, bien évidemment, ça doit tomber tous les jours, et pas qu'un peu. En définitive, ça resterait la meilleure option, assez fou. Bien évidemment, pourquoi la meilleure option? Puisque la meilleure option, certaines personnes pourraient se dire que c'est d'essayer de vendre. Eh bien non, parce que car ils n'arriveront tout simplement pas à vendre ce qu'ils viennent de voler, ou très difficilement, au compte-gouttes, de manière externalisée à tous les marchés tels qu'on les connaît. Je vous l'ai dit, je vous l'ai communiqué, je communique très régulièrement vis-à-vis de ça. Sur la blockchain, tout est public, bien évidemment, et donc à l'heure actuelle, on sait sur quelles adresses sont ces Ethereum. Donc bien évidemment que ces Ethereum, au moment où ils seront tracés adresse par adresse, et au moment où ils vont retourner sur un échangeur centralisé, par exemple, de manière importante, ils seront gelés, tout simplement. Donc voilà une bonne option, entre guillemets, potentiellement la meilleure option d'ailleurs, pour le Lazarus Group de générer du rendement, de générer du cash avec leurs Ethereum qu'ils ont réussi à subtiliser à Bybit. Donc ça, c'est tombé ce matin, rapporté une fois de plus par CryptoGoku. ZachXBT nous apprend que Lazarus a déjà commencé le transfert de ses Ethereum. Ils auraient transféré 5000 ETH vers une nouvelle adresse et ont commencé à blanchir les fonds via un mixeur centralisé. Donc qu'est-ce qu'un mixeur? C'est un petit peu comme ce que je vous expliquais la dernière fois avec Tornado Cash. Grosso modo, vous mettez... L'idée, c'est de mettre ces crypto-monnaies dedans. Le mixeur va réaliser toute une série de transactions qui sont quasiment intraçables et renvoyer vers certaines adresses que vous aurez rentrées en amont vos crypto-monnaies, ce qui rend le processus beaucoup plus compliqué, le processus de traçage beaucoup plus compliqué. Ils ont ensuite transféré les fonds vers Bitcoin via Chainflip, tout simplement. Donc, grosso modo, ils sont en train d'acheter des Bitcoins avec leurs Ethereum. En tout cas, c'est ce qu'ils commencent à faire. Petite blague ici d'un compte qui est parodique, j'imagine, Carl B. Menger, j'imagine, parodique de Charlie Munger, qui est le meilleur ami de Warren Buffett d'ailleurs, et qui est un investisseur de génie qui a vécu jusqu'à il y a peu. Breaking, la Corée du Nord établit une réserve stratégique d'Ethereum. Alors bien évidemment, c'est une blague, c'est par rapport au hack, mais voilà, je trouvais la blague assez marrante, donc je voulais quand même la mettre. Quant à nos conseils, entre guillemets, puisque voilà, aucun conseil en investissement une fois de plus,
Mais quoi qu'il en soit, du côté de la communauté versatile, vous le savez, je vous ai fait un communiqué hier de toute façon dans la partie communautaire. Si vous aviez des fonds sur la plateforme Bybit, ce que je n'espère pas, puisque la plateforme Bybit d'ailleurs en France n'a pas l'autorisation PSAN, donc normalement vous n'êtes pas censé avoir vos fonds là-dessus depuis janvier il me semble, hein, c'est interdit tout simplement. Quoi qu'il en soit, si vous aviez encore des fonds sur Bybit, n'hésitez pas à les retirer. Bybit qui a communiqué largement, et d'ailleurs ça on peut le noter comme très bon point, qui a communiqué de manière extrêmement claire autour de ce hack, comment ils allaient le gérer, comment ils allaient le rembourser. Tous les fonds étaient backés en un pour un, la majorité des fonds sont sécurisés en Bitcoin, en stablecoin, des réserves de la plateforme. Donc voilà, ils vont très probablement, en tout cas d'après les dires des fondateurs, rembourser toutes les personnes qui ont été touchées, et a priori c'est tous les utilisateurs qui ont été à risque sur ce coup-là. Quoi qu'il en soit, effectivement, n'hésitez pas à retirer vos fonds des plateformes vers des wallets non custodiales de toute façon. Je ne peux que vous conseiller ça, puisque c'est l'idée initiale hein, de la crypto-monnaie. Voilà, ça comporte certains risques, et puis je vous l'ai dit dans le communiqué que je vous ai fait hier, il va y avoir toute une suite de tutoriels qui vont arriver sur voilà, comment générer ces wallets non custodiales, comment faire des swaps, comment envoyer des crypto-monnaies dessus, comment, enfin voilà, tout simplement, comment interagir avec et gérer ces wallets non custodiales. Donc voilà, si vous écoutez cette vidéo sur YouTube, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la plateforme Versatile, hein, c'est 100% gratuit une fois de plus. Et surtout, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner, puisque ça aide grandement la chaîne pour le référencement, et surtout à mettre un petit commentaire concernant le contenu. On retourne du côté des news un peu plus macro, hein, et Little Think Tank ici qui nous rapporte effectivement que concernant la guerre, hein, une fois de plus Ukraine-Russie, Vladimir Poutine veut conclure un accord, et il n'est pas obligé de le faire, car s'il le voulait, il aurait le pays tout entier, aurait déclaré Trump aujourd'hui, selon Jennifer Jacobs. Je vais vous là passer toute une série de petites news, de petites déclarations de Donald Trump qui montrent très clairement que effectivement les États-Unis sont un peu en train de retourner leur veste concernant l'Ukraine, leur position face à la Russie, et par extension par rapport à l'Europe également. Donc c'est un sujet, vous le savez, qu'on va traiter dans le point hebdo de dimanche, donc n'hésitez pas, eh bien c'est ce soir pour YouTube, hein, si jamais vous voulez rejoindre la plateforme Versatile, une fois de plus c'est gratuit, vous pouvez avoir accès à ces points hebdo, et pour la communauté Versatile, eh bien ce sera demain. On va vous faire dans un premier temps un top des narratifs crypto à surfer pour la suite et fin du bull run, et dans un second temps, effectivement, on va plus parler de ces actualités vis-à-vis de la guerre Ukraine-Russie et qu'est-ce qu'on en pense. Donc je vous ai dit hein, encore, voilà, des déclarations de Donald Trump affirment que la présence de Zelensky aux discussions visant à mettre fin à la guerre en Ukraine n'est pas très importante. Cela fait 3 ans qu'il est en réunion et rien n'a été fait. Le petit tacle de ce côté-là qui fait bien mal, hein. Donald Trump affirme que l'Ukraine n'a aucune carte en main dans les négociations. Et voilà, le coup de point final, Donald Trump et Vladimir Poutine, donc ça nous est rapporté par Walter Bloomberg, c'est une news du point, voilà, du point tout simplement. Donald Trump et Vladimir Poutine vont se rencontrer à Moscou le 9 mai pour les commémorations de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, donc ça c'est entre guillemets historique, hein, puisque ça fait un moment, vous le savez, hein, depuis le début de la guerre en Ukraine, qu'effectivement la position des États-Unis était très claire de ce côté-là, visant à presque, entre guillemets, diaboliser. Alors vous le savez, cette chaîne n'est pas politisée. On a bien évidemment nos avis qu'on vous donne lors des points hebdo notamment, mais on n'est ni pro-Trump, ni pro-US, ni pro-Poutine, peu importe. Mais force est de constater effectivement que on a un virage à 180 degrés hein, concernant les États-Unis, qui effectivement ont érigé pendant plusieurs années quasiment Vladimir Poutine en tant qu'antagoniste de ce siècle. Et eh bien, le vent est en train de tourner de ce côté-là, tout simplement. Donc voilà pourquoi je dis que ça pourrait être un jour qui serait presque historique, effectivement. De l'autre côté, on a la Russie qui pourrait permettre que ces assets qui ont été gelés, hein, donc ça représente 300 milliards de dollars, hein, on le rappelle, pourrait permettre effectivement que ces fonds gelés servent à reconstruire l'Ukraine, mais sous la condition que effectivement ces 300 milliards soient utilisés uniquement dans la partie de l'Ukraine qui est contrôlée par la Russie. Voilà, tout simplement, la news, vous en faites absolument ce que vous en voulez, mais voilà, je pensais que c'était quand même intéressant et important de vous la donner pour préparer une fois de plus le point hebdo de demain. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pourrez nous les poser dans le chat à ce moment-là. Steve Burns ici qui nous rapporte que 89% des managers de fonds pensent que le marché américain, tout simplement, que les actions américaines sont surévaluées, et c'est le niveau le plus élevé depuis la bulle des dot-com, hein, depuis la bulle internet tout simplement. Donc voilà, juste un petit message, une petite news pour vous mettre en garde par rapport au marché en ce moment. Effectivement, les marchés sont extrêmement haut perchés. Vous le savez, hein, je vous en ai parlé plusieurs fois pour la communauté versatile
en partie dans les points hebdo. Vous savez quelle est notre stratégie, quelle est ma vision sur 2025, 2026, 2027, hein, donc voilà, vous savez déjà ce qu'il en est. Et sur YouTube, bah, si vous voulez savoir ce qu'il en est, n'hésitez pas à rejoindre la plateforme gratuitement, tout simplement. Bob Lucas, ici on revient sur les crypto-monnaies, hein, un peu plus focus sur ce qui nous intéresse et le point principal de ces petites quotidiennes. On est sur le point de terminer le weekly cycle, donc le cycle hebdomadaire de Bitcoin, donc la correction hebdomadaire de Bitcoin, comme je l'ai partagé durant les 6 dernières semaines, tout simplement. Voilà pour le contexte, hein, il nous rappelle ici qu'il y a eu 5 cycles hebdomadaires depuis les plus lots du bear market, tout simplement en 2022, hein, et que 4 de ces 5 cycles ont réalisé des mouvements haussiers entre 90 et 105%. Donc voilà, on espère, une fois de plus, mais la saisonnalité est positive, donc voilà, on espère que ça sera orienté à la hausse, et on espère qu'on sera une fois de plus dans les clous de ces 90 à 105%, peut-être même plus, pourquoi pas. Une petite news visant à vous sensibiliser et à vous avertir par avance, Kanye West prévoit de lancer un token, le Easy. Il gardera 70% de la supply en sa possession, un petit peu comme le token Trump. C'est pas un petit peu, c'est exactement comme le token Trump, hein, d'ailleurs. Vous reprendrez bien un peu de rug pull. Voilà, donc là c'est même plus marrant. Faites attention à vous. Restez loin de ça. A priori, il prévoit de le lancer cette semaine. Gardez à l'esprit que si vous êtes déjà positionné sur de bons narratifs avec des tokens leaders, des très bons tokenomics dans ces narratifs-là, il ne faut, une fois de plus, hein, pas de conseil en investissement, mais je vous déconseille très fortement de sortir de vos positions pour essayer de jouer une hausse sur ce type de meme coin. Vous allez vous faire lessiver, vous allez vous faire rug pull, voilà, tout simplement, hein, vous allez perdre de l'argent. Tout de suite, on va passer sur l'analyse un peu plus technique. Le CBBI Index, une fois de plus, hein, qui nous indique donc le potentiel top de marché, qui aujourd'hui est à 78, donc on est encore loin des 90, voilà, je ne veux rien dire de plus de ce côté-là, hein, on est encore assez loin du top de marché pour l'instant. Les liquidations, bah, bien évidemment, hein, vous imaginez que suite à une journée comme celle, à une soirée comme celle d'hier, 1,4 milliard, le plus gros hack de l'histoire de la crypto-monnaie, effectivement, il y a eu un petit peu de volatilité dans la soirée d'hier, et donc 419 millions de dollars qui ont été liquidés, voilà, tout simplement sur la journée d'hier, là où les 2 journées précédentes, on voit que on avait extrêmement peu de liquidation et extrêmement peu de volatilité sur les cours en général d'ailleurs. Donc voilà, un très probable retour de la volatilité, et on va voir tout à l'heure sur l'analyse technique d'ailleurs, que même vis-à-vis de ce hack, ça a été assez impressionnant de voir la résilience du marché. Donc ça me donne une information supplémentaire sur le potentiel bottom qu'on a réalisé, tout simplement parce que effectivement, une news comme ça, si ça avait été en pleine phase d'euphorie ou pendant le bear market, on aurait vraiment perdu plusieurs pourcents, voire plusieurs dizaines de pourcents. On aurait eu vraiment une journée assez rouge sur la crypto-monnaie. On ouvre tout de suite l'analyse technique sur les charts des marchés américains, tout simplement, puisque je voulais vous montrer ce retracement, ce rejet ici de cette phase de range qu'on peut aujourd'hui étendre un petit peu à cette zone-là, puisque vous voyez là le SP500 qui a retracé toute sa performance de la semaine dernière sur la journée de vendredi, donc on a voilà, perdu 2,18%, et pour le Nasdaq, eh bien, c'est exactement la même chose, donc on se rapproche des moyennes mobiles 20 en hebdomadaire. Alors pourquoi on a ces corrections-là alors que les marchés américains étaient très très proches de leur ATH et en passe de casser ces ranges? Tout simplement parce que vendredi, on a eu des chiffres qui habituellement ne sont pas si importants que ça, mais qui vendredi ont été que le marché a décidé de pricer comme étant important. Donc on a eu ces chiffres qui en réalité sont des chiffres issus de sondages de l'Université du Michigan concernant la confiance des consumers, donc en fait des clients, des consommateurs tout simplement, et on leur pose la question en ce qui concerne notamment l'inflation d'ici la fin de l'année. Et en fait on a eu des chiffres sur ces sondages-là qui ont été extrêmement mauvais. Donc voilà, les consommateurs, d'après ce sondage, une fois de plus, hein, c'est un sondage en termes de méthodologie, ça représente 500 personnes, ou 300 personnes, je ne sais plus, c'est 300 ou 500 personnes, voilà, gardez à l'esprit qu'il y a quand même entre 300 et 400 millions d'habitants aux États-Unis. Quoi qu'il en soit, les marchés ont décidé de pricer, aujourd'hui ces chiffres-là, et qui ont été qui ont été relativement mauvais, et je pense qu'ils ont été énormément drivés effectivement par ces histoires de tarifs de Donald Trump qui font énormément peur aux États-Unis, notamment pour l'inflation. Vous voyez que là où l'inflation avant était attendue à 3,3% d'ici la fin de l'année, aujourd'hui, enfin vendredi, elle est sortie à 4,3%. Donc une fois de plus, c'est un sondage, c'est pas du tout un chiffre qui est factuel et avéré. Mais voilà, l'indice de confiance des consommateurs, il est vraiment en baisse aux États-Unis, tout simplement. On peut faire, d'ailleurs, en ce qui concerne l'inflation, un petit tour du côté de Trueflation, hein, qui est toujours à 2,3%, là où le US, le report du gouvernement US est à 3%. Donc une fois de plus, hein, je le répète à chaque quotidienne, mais on devrait avoir ces chiffres-là qui se retranscrivent pour la BCE d'ici un mois.
et je pense qu'effectivement tous ces chiffres-là, tous ces sondages vont très vite changer, retourner, enfin, changer leur fusil d'épaule, retourner leur veste, et on risque d'avoir des baisses de taux plutôt que prévu. Ceci étant dit, avec cette histoire de tarif avec Donald Trump, hein, je peux toujours me tromper, et ça peut venir plus tard que prévu. Quoi qu'il en soit, gardez à l'esprit qu'en ce qui concerne en tout cas les marchés américains, voilà les raisons pour lesquelles vendredi la journée a été extrêmement baissière. En ce qui concerne le DAX, eh bien voilà, hein, une fois de plus, on a Donald Trump qui nous a rappelé que les tarifs commenceraient bel et bien à partir du 1er avril, en tout cas en ce qui concerne les voitures. Donc le DAX qui commence à retracer. Ça tombe bien, on vous a dit et redit pour la communauté versatile que le DAX était extrêmement éloigné de sa moyenne mobile 20 en hebdomadaire. Donc on n'est largement toujours pas dans une zone potentielle d'accumulation ici. Le CAC 40 qui est en train de freiner aux alentours de son ATH. Hein. Donc voilà, il pourrait continuer à range pendant un petit moment avant de repartir à la hausse. Le MSCI World qui se remet à plat également, qui pourrait attendre de voir sa moyenne mobile 20 continuer à monter, donc se remettre à plat pendant quelques semaines, voire pullback proche de sa moyenne mobile 20, ce qui serait un bon point d'accumulation en ce qui concerne le MSCI World, avant de repartir à la hausse une fois de plus. On a un petit rebond de l'indice indien, à voir si on va être capable de se remettre à plat ou si on va continuer effectivement la baisse enclenchée depuis la cassure ici des moyennes mobiles en hebdomadaire 20 et 50. On passe tout de suite sur les crypto-monnaies, donc vous voyez une semaine en demi-teinte, un peu comme la semaine dernière, en fait, statu quo, tout simplement, grande mèche, petit corps de bougie. Donc on continue à compresser, hein. Voilà, il y a un manque de volatilité, on est à plat au niveau de la volatilité, et vous le savez que le marché ne peut pas rester sans volatilité très longtemps. Donc on va avoir un retour de cette volatilité très bientôt. Tout simplement, voilà, gardez à l'esprit tout ce que je vous disais, pendant les quotidiennes précédentes et pendant tous les points hebdomadaires. On peut retourner visiter aux alentours des 89 000, 90 000. Maintenant, on a la moyenne mobile 20 en hebdomadaire qui continue à monter, sans remettre en question la tendance haussière. Est-ce qu'on peut aller plus bas, potentiellement mécher au niveau de la moyenne 50 en hebdomadaire, 75 000? Je vois certains messages sur Twitter passer, enfin sur X plutôt passer en ce sens. J'y crois pas honnêtement vraiment, parce que là pour le coup ça ferait un retracement vraiment important. D'autant plus que pour le coup ça remettrait vraiment en question la dynamique effectivement de ce range phase haussière, vous le savez, hein, les cycles hebdomadaires dont on parle et dont parle Bob Lucas tout simplement depuis le début de ce cycle haussier, depuis le début de ce bull run tout simplement. La Bitcoin dominance qui est toujours en train de diverger tranquillement mais sûrement. Vous le voyez, hein, qui continue de monter en termes eh bien, en termes de cours, enfin qui continue, qui a donc cette tendance haussière en termes de cours, tendance baissière en termes de RSI. Donc voilà, hein, ça va mettre du temps à se matérialiser en hebdomadaire. Mais comme je vous l'ai dit, on pourrait avoir encore un petit range ici de la Bitcoin dominance avant de lâcher du lest pour avoir notre fameuse altcoin season qu'on espère depuis plusieurs mois maintenant. La Ethereum Bitcoin dominance qui est aujourd'hui à 1,91% malgré le hack, et ça je vous l'ai dit, hein, c'est extrêmement intéressant et extrêmement encourageant pour la suite, les semaines à venir. Je pense qu'on va avoir une résolution et un retour de la volatilité très honnêtement. Vous avez nos timings, hein, tout simplement, d'ici la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine, on est la dernière semaine de février, semaine suivante, première semaine de mars. On est dans les timings, c'est maintenant qu'il va falloir reprendre notre tendance haussière, c'est maintenant qu'il va falloir nous faire sur les prochaines semaines la prochaine jambe haussière tout simplement, sinon on risque vraiment de remettre énormément de choses, notamment vis-à-vis de notre fameuse alt season. Quoi qu'il en soit, Ethereum Bitcoin qui a fait potentiellement sa mèche finale baissière ici, donc voilà, hein, on va scruter le cours et on va surveiller ce potentiel retournement ici. En ce qui concerne les crypto totaux, pareil, statu quo, vous voyez la taille du corps de la bougie par rapport aux mèches. Hein. Sur le crypto total, on n'a pas bougé d'un iota cette semaine, tout simplement. Sur le crypto total 3, c'est toujours la même chose. On continue de surfer en cette moyenne mobile 20 en hebdomadaire. Le crypto total 2 qui va devoir casser assez rapidement j'imagine dans les prochaines semaines cette moyenne mobile 20 en hebdomadaire, puisque on s'est fait rejeter plusieurs fois en tant que résistance, hein, tout simplement. Là où sur le total 3 elle fait office de support, là c'est assez magnifique. Vous voyez que sur le total 2 elle fait office de résistance, donc il va falloir la casser, potentiellement pullback et partir tout de suite, ou alors la casser ici et puis partir tout de suite avec une bougie de rupture. Hein. Voilà, c'est une bougie comme ça là qu'on attend, retour de volatilité très élevé. En ce qui concerne le hodlers, hein, donc le crypto total en dehors des 10 premières crypto-monnaies, on est à 270 milliards de dollars et on évolue pile au-dessus de la moyenne mobile 50 en hebdomadaire. Donc voilà, on est bloqué entre la 50 et la 20. Et là, ça sera pareil, hein, on va attendre une bougie de rupture comme ici pour un retour de volatilité sur les altcoins, tout simplement. Donc je ne vais pas vous passer plus d'altcoins. Je pense que la vidéo est assez longue et il y a assez d'informations pour aujourd'hui. Semaine prochaine, il faudra également scruter le DXY. Hein, si le DXY effectivement parvient à casser son support, là, cette moyenne mobile 20 en hebdomadaire de manière importante. Prochain arrêt, moyenne mobile 50 en hebdomadaire. Et effectivement, cette continuation baissière nous donnera pas mal de latitude effectivement pour les actifs à risque, notamment les crypto-monnaies, pour avoir
la continuation de notre tendance haussière. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de points de convergence et je vous en parlais lors de la précédente quotidienne. Beaucoup de points de convergence qui arrivent eh bien pour la semaine prochaine, la semaine suivante, hein, tout simplement. La saisonnalité positive, on croise les doigts. Maintenant, tout est orienté dans le bon sens. On a cette affaire de hack qui, finalement, vous l'avez vu, n'a pas fait bouger les cours tant que ça. Vous le voyez bien ici sur le chart d'Ethereum, hein, on a cette semaine la bougie avec la news de Bybit qui s'est fait hacker 1,4 milliard d'Ethereum, et on a il y a 2 semaines ici cette mèche de liquidation sans news macroéconomique importante. Ça veut bien dire selon moi que le marché a très probablement connu sa phase de capitulation, hein. Le sentiment s'est bien remis à zéro et on le voit d'ailleurs actuellement, hein, sur tous les réseaux sociaux. Donc voilà, on est fin prêt pour notre phase haussière. On espère qu'on n'aura pas de mauvaises nouvelles ou de énième mèche de liquidation pour encore aller plus bas. On espère sortir de cette phase de compression ici sur Bitcoin par le haut, que les crypto-totaux et notamment que les altcoins suivront Bitcoin et que la Bitcoin dominance pourra commencer sa baisse pour nous permettre enfin d'avoir cette fameuse alt season. Voilà, pas plus de news de mon côté. Je vous souhaite une excellente après-midi, une excellente soirée. Je vous dis à plus. Ciao, ciao.